Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire où aujourd'hui on va aborder la question, on va détailler au niveau des scientifiques 10 clés pour devenir un bon manager. Donc je me présente, moi je suis Maxime Leduc, je suis le responsable du service d'admission au sein de l'école Ionis STM et je suis aujourd'hui accompagné de Cécile Francard qui est la directrice de l'école. Bonjour Cécile. Bonjour Maxime. Et on va du coup essayer de vous donner, en tout cas l'expertise de Cécile est assez bien pour ce webinaire puisque ça fait plus de 15 ans qu'elle est au sein de l'école. Elle a commencé à la pédagogie, à la direction pédagogique, notamment sur les filières scientifiques, biotechnologie, énergie, et aujourd'hui directrice de l'école. Donc elle a quand même un bon retour et expérience aussi, puisque on peut le dire, tu as aussi un doctorat, Cécile, de base dans ton parcours. Tu es aussi scientifique. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur ton expertise aujourd'hui et tes conseils. Merci. Tout à fait. Merci, Maxime. Alors, avant qu'on commence les conseils et qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, juste pour vous rappeler pourquoi aussi nous on propose ce webinaire, forcément puisqu'on est habitué à rencontrer un public scientifique pour le coup. Donc Ionis STM, qui veut dire School Technology and Management, s'est créé il y a 19 ans dans le groupe Ionis, qui est le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France. On va proposer 4 filières, 3 filières donc scientifiques, que ce soit en informatique, biotechnologie, énergie, où on va continuer cette partie technique selon les filières et on va leur apprendre toute la partie gestion de projet, vie d'entreprise finalement pour être aussi à l'aise à la fois techniquement mais aussi pouvoir encadrer, gérer des personnes qui sont quand même assez importantes si vous avez des projets d'évolution interne en entreprise. Et on a aussi une filière pour des personnes de différents profils qui ne sont pas forcément scientifiques de base, qui ont plus fait des études de lettres, de sciences humaines, d'écoles de commerce, qui, du coup, viennent se former au digital chez nous. Donc, toujours cette idée de la double compétence qui, vous verrez, aussi assez importante dans le monde de l'entreprise. Je crois qu'on revoit les profils. Pardon, c'est vrai. Alors, on revoit rapidement les profils. Donc, pour commencer, donc, sur le digital, je vous l'ai dit, on a un panel assez large de profils, hein, comme vous le voyez à l'écran. Sur l'informatique, forcément, on va recruter des personnes qui sont informaticiens de base, qui ont fait des mathématiques ou des sciences. Et vous me direz quelle est la différence avec d'autres écoles d'informatique. C'est qu'on va insister sur la partie gestion de projet, justement, pour qu'ils soient à l'aise, justement, dans le management décisionnel au niveau de l'informatique. On a une filière du coup en biotechnologie et management où on a beaucoup de profils issus d'un cursus universitaire, hein, là où on va avoir des personnes qui ont fait de la biologie, sciences alimentaires, de la biochimie, des personnes qui sont passées par PACES, qui se sont réorientées, tout un panel généralement qui vient de la santé. Et l'objectif sur cette filière est de vous initier, enfin de vous former même à la gestion de projet, continuer la partie bio pour vous permettre d'intégrer toute la partie secteur privé globalement dans la santé, notamment dans la pharmacologie, dans la dermocosmétique ou encore dans l'agroalimentaire. Et on a une filière en énergie et management, où là, on va bien évidemment avoir des personnes qui ont déjà fait de l'énergie, de la physique, aussi de la chimie, des sciences, de l'électricité. Et on va former ces profils techniques au management également pour qu'ils puissent intégrer toute la partie managériale dans le secteur de l'énergie. Voilà, tout ça pour dire qu'en effet, c'est intéressant d'avoir détaillé tout cela parce qu'en fait, on va s'adresser aux scientifiques et à des personnes surtout qui ont un premier cursus peut-être un peu plus fondamental, technique. Et comme vous le voyez sur les 2 diapos qu'on vient de vous passer, ces personnes-là viennent chez nous pour acquérir des compétences de management et de gestion de projet. Donc, on a l'habitude, en effet, de traiter et de voir un peu comment peuvent évoluer ces profils scientifiques qui sont paramétrés pour des métiers assez spécifiques d'ingénierie, de recherche, d'enseignement, et comment on peut les faire évoluer pour être des managers adaptés au monde de l'entreprise. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait aussi, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, présenter un petit peu le secteur dans lequel on se positionne, sur lequel on se positionne et les compétences qu'on peut transmettre. On est en lien avec le sujet, bien évidemment. Oui, c'est un peu le principe des webinaires. Tout à fait.
Alors, Maxime intervient, moi je vais prendre beaucoup la parole un petit peu sur 10 clés, parce qu'on aime bien mettre des numéros, finalement ça fixe un peu les idées, ça ramène pas mal au côté scientifique. Donc vous allez avoir 10 slides qui correspondent à 10 clés. Maxime interviendra aussi, puisque moi je suis en effet quelqu'un qui suis issu du monde scientifique et du monde de la recherche. Et Maxime est mon pendant côté management, marketing et communication, puisque lui est issu plutôt d'un cursus de ce secteur-là, au départ. Voilà. Bien évidemment, j'interagirai avec plaisir avec tous ces... Très bien. Alors, on va commencer, puisqu'on s'adresse aux scientifiques, par une petite définition. Je mets mes lunettes, hein, parce que je suis, voilà, l'écran est un peu loin. Comme tout bon scientifique, il est d'usage que sur le côté droit, vous voyez qu'il se trouve des références, 6 références principales du monde du management, avec des grands acteurs que je ne vais pas détailler, et des ouvrages de référence. Voilà. Ce qu'il en ressort principalement, c'est que la définition du management, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques de gestion, de planification, d'organisation, de direction et de contrôle mises en œuvre au sein d'une entreprise. Donc, l'idée et l'objectif est d'accomplir des tâches nécessaires avec d'autres personnes, donc pas uniquement soi-même, et par l'intermédiaire afin d'atteindre des objectifs précis et définis pour l'entreprise. Donc l'art de ce management, c'est de créer un milieu où finalement les équipes peuvent travailler ensemble, se développer pour atteindre les objectifs d'un groupe, voire d'une entreprise. Et ça tombe bien, cette petite phrase est intéressante puisque finalement ça rejoint indirectement le sujet, puisqu'il est d'usage de dire que le management est à la fois un art et une science. C'est-à-dire qu'il y a en effet des principes techniques, méthodologiques, scientifiques, mais dans un ensemble qui est lié à une façon de faire, un fonctionnement qui est aussi pas mal lié à de l'expérience professionnelle. On affine tous les jours ces techniques de management. Il n'y a pas de recette miracle. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'en parler aux scientifiques. Dans le management, il n'y a pas une recette. Il y a plusieurs choses qui s'adaptent en fonction du contexte, du projet et de l'entreprise. Même différents types de management. Il y a plusieurs types de management, tout à fait. Rassurez-vous, ça sera l'objet d'un autre webinaire après par la suite. Pardon. Mais en effet, il y a plusieurs types de management. Alors, dans les 10 clés qu'on va vous présenter, il y a des choses qui vont vous paraître redondantes, mais avec l'expérience, vous verrez que finalement, ce n'est pas si redondant que ça. Mais voilà, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, quelque chose qu'on voit beaucoup chez les scientifiques, c'est que quelqu'un qui a fait des études scientifiques et plus il est allé loin d'ailleurs dans ses études, plus il va dans l'exhaustivité de ses réponses, de son travail, de sa façon de fonctionner, de son attente aux autres, et parfois au détriment de l'efficacité. C'est-à-dire, ça va rejoindre, ça c'est le grand item qui va être repris de manière un peu différente dans d'autres clés, mais il faut apprendre à être efficace. Et efficace, ça ne veut pas dire exhaustivité, ça ne veut pas dire perfection, ça ne veut pas dire ultra détail, c'est faire une sorte de balance entre ce qui est nécessaire et ce qui est de l'ordre du détail. Voilà. Et évidemment, sans oublier la rigueur, puisque bon, ça, en général, les scientifiques ne l'oublient pas, mais il ne faut pas non plus oublier trop vite cette rigueur, parce que parfois on se dit, oh bah tiens, c'est marrant, voilà, on est un peu plus dans l'approximation, si je puis dire, donc on va peut-être oublier un peu l'aspect rigoureux. Non, ça c'est toujours quelque chose à garder en tête. Ne passez pas d'un braquet d'ultra détail à l'autre braquet qui est l'absence de rigueur. Voilà, ça c'est à garder en tête de manière macroscopique, puisque ça va être repris de manière un peu plus spécifique par la suite. Mais c'est souvent l'écueil dans lequel se positionnent les scientifiques. Alors, ce que je voulais vous dire aussi dans les clés, c'est qu'on n'a pas repris les 10 clés du management, hein, parce qu'il y a plein de bouquins sur les 10 clés du management, les 10 thèmes, les 10 types de management, les choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Cette présentation, on l'a faite par rapport à notre expérience. Hein. Donc, on sait comment sont les scientifiques et on essaye de faire en sorte qu'ils puissent évoluer avec leur qualité et avec leur travers aussi. Parce qu'on a tous un peu des deux, personne n'est parfait. C'est ça. Ben, je pense qu'on peut dire qu'il faut apprendre à synthétiser tout en gardant des détails importants, mais on le voit, enfin, en tout cas moi je le vois dès que je reçois des personnes qui s'intéressent à l'école, déjà dès qu'ils se présentent, souvent les scientifiques, ça dure longtemps, au début, oui.
ils commencent au début, ils font la fin de leur formation, ils reviennent au milieu, et c'est vrai qu'il faut apprendre à synthétiser pour justement apprendre à valoriser déjà son parcours de base, et aussi être beaucoup plus percutant dès qu'on est face à des interlocuteurs, parce que forcément le temps est précieux pour tout le monde, donc il faut bien évidemment, je rejoins ton premier point sur l'exhaustivité, il faut savoir le maîtriser. Tout à fait. Ça sera en effet repris. Alors, autre chose, mais tout est lié, mais c'est important qu'on vous le dise, parce que l'exhaustivité, c'est un item, et bien et là, la suite, c'est prendre du recul pour visualiser les objectifs principaux. Vous allez me dire, c'est la même chose que ce qu'on vient de dire avant. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Prendre du recul, c'est savoir analyser, savoir estimer la balance bénéfice-risque, donc on parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire sur les vaccins, pour ne citer rien, pour ne citer personne, si je puis dire. Donc l'idée, c'est pas tout à fait la même chose que l'exhaustivité, c'est pouvoir analyser le contexte, analyser le projet, analyser l'entreprise, les équipes, tout, les ressources, pouvoir identifier des facteurs clés qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs. Et identifier des facteurs clés, c'est ne pas justement s'arrêter au détail. C'est essayer de voir d'un point de vue macroscopique, on dit prendre du recul, mais c'est un petit peu ce qui est sur le picto avec le petit bonhomme qui regarde la maison. Il ne va pas aller regarder le robinet et l'interrupteur de chaque pièce, il regarde l'objectif principal qu'est la maison et après il se concentrera sur le détail de réalisation. Et dans cet objectif macroscopique d'atteindre les objectifs et de prendre du recul, le risque à identifier est important. Et le risque, parfois, les scientifiques, ils ont tendance à le voir au mauvais endroit. C'est-à-dire que le risque, ça va être un risque, alors souvent lié au temps, bizarrement, parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver, ou alors le temps est très différent quand on fait de la recherche ou quand on fait des sciences, parce que l'idée, c'est de chercher, et chercher dans un temps qui est nécessaire à la recherche, qui est peut-être parfois de plusieurs années, alors qu'il faudrait le faire en quelques mois. Et en plus, les scientifiques et n'importe quelle personne qui fait de la recherche avec les moyens et les ressources peut raccourcir le temps. On le voit aussi d'ailleurs avec les vaccins, puisque finalement on a sorti un vaccin en 1 an, quand il y a d'autres pathologies où on a mis 10 ans et il n'y a toujours pas de vaccin réel. Donc, cette estimation de la balance bénéfice-risque, elle est vraiment importante à comprendre et elle doit être bien placée. Elle ne doit pas être uniquement sur le temps ou uniquement sur le budget. Les ressources, en général, ça ne pose pas trop de problèmes aux scientifiques. Il faut qu'ils arrivent à les identifier, mais ça ne pose pas de problème. Mais il y a un rapport au temps. Donc, il faut se dire, bon, je ne pourrais peut-être pas le faire exhaustivement, complètement, parfaitement, mais je préfère le faire bien en 9 mois que ultra bien en 12 mois. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est définir un délai de projet en fonction du risque, du budget, des ressources. Et pour ça, il faut se poser, prendre du recul, réfléchir à différents paramètres, faire une synthèse personnelle et pas se dire, bon ben voilà, moi, ça va, je ne vais pas y arriver parce qu'il faut ça, ça, ça et ça, ça. Voilà. En gros, l'autre item, je regarde l'heure, parce que comme on en a 10, il faut qu'on aille assez vite. C'est utiliser aussi les ressources en présence, parce qu'on en a un peu parlé, mais du coup, forcément, quand il y a des délais, il faut utiliser un peu, enfin, identifier les qualités de tout le monde, hein, parce que on a tous des profils différents d'entreprise, hein, et d'ailleurs, on le voit, c'est assez important d'apprendre à travailler avec différents profils, hein, parce que c'est ça qui fait que on peut économiser du budget parce qu'on a des compétences différentes à notre droite ou à notre gauche, donc ça c'est important. Et en effet, ça permet, quand on prend du recul et de voir qui est performant où et quand, d'avancer beaucoup plus vite sur des projets. Tout à fait. Je précise juste, pardon, j'ai complètement oublié, mais vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Oui. Moi-même trop synthétisé. Il n'y a pas de problème, Jean-Marc qui est à la réalisation pourra nous les relayer. Alors, autre travers des scientifiques, en particulier des scientifiques au sens non pas sciences sociales, mais plutôt sciences exactes, c'est que les scientifiques ont tendance à tout hiérarchiser et à tout mettre dans des cases. Et c'est quelque chose qui ne rentre pas dans une case, pour eux, ça leur pose un gros problème. C'est-à-dire que soit ils l'oublient, soit ils la mettent de côté volontairement, soit ils se disent, bon,
bizarre, ou alors je vais changer la taille de la case pour pouvoir mettre cette personne ou cette mission dans une case, mais ils ont tendance à voilà, segmenter, hiérarchiser de manière parfois un petit peu trop importante, en oubliant encore la prise de recul. Et quand ça ne rentre pas dans la case, ils sont très, très, très embêtés. Et du coup, ils les sont bloqués, parfois ils s'arrêtent, justement, parce que ça ne rentre pas dans la case. Ils se disent pas, bon alors, disons que ça pourrait être cette tendance-là, ou allons plutôt vers cet aspect-là, même si la recette initiale n'était pas la recette parfaite attendue. Hein. Donc, il faut savoir accepter l'approximation. Ce n'est pas un manque de rigueur, mais parfois, quand on n'a pas... vous savez, les écarts-types, les scientifiques connaissent ça, les écarts-types. Ben, tant que ça rentre dans l'écart-type, c'est bien. Si ce n'est pas la valeur exacte, c'est pas grave. Si c'est même un point qui sort complètement de la courbe, ben, soit on réfléchit si ça vaut le coup de l'oublier, soit on se dit, tiens, c'est peut-être un signe qu'il faudrait qu'on prenne en compte, mais on n'essaye pas de tout remettre bien comme un puzzle parfaitement aligné. Hein. Il y a des tendances dans l'entreprise, il faut savoir écouter les autres, il faut savoir écouter le contexte, il faut savoir analyser la concurrence, faire de la veille technologique, identifier certaines choses. Et parfois, c'est de l'intuition, c'est du ressenti qui nous permet d'avancer. Et dans le management, où la composante humaine est vraiment importante, même si vous avez, par exemple, identifié une personne que vous pensiez être de ce type de caractère, eh bien, avec le temps, vous vous rendez compte que finalement, vous vous êtes peut-être un petit peu trompé et il est peut-être un petit peu différent, donc peut-être on pourrait adapter son management un peu différemment. Alors qu'au départ, on s'était dit, bon, ben, lui, il faut lui donner des ordres bien stricts et puis il avancera comme ça. Alors qu'en réalité, il faut peut-être plus l'écouter et essayer de le conseiller que de lui donner des ordres stricts. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des... peut-être tu pourrais même, enfin après je te laisserai la parole si tu vas ajouter là-dessus, il y a des modèles de management où on met un peu les gens dans des cases en fonction de leur caractère. Je ne citerai pas ces modèles, mais il y en a un qui est très connu, qui est un modèle assez robuste du reste, parce que ça va être identifier des gens qui aiment bien justement les choses très structurées, d'autres qui sont un peu plus rêveurs, d'autres qui sont un peu plus rebelles, d'autres qui sont un peu plus... voilà, je ne vais pas donner trop de noms, parce que sinon le modèle sera vite identifié, mais en l'occurrence, il y a des grandes tendances, mais aussi il faut écouter un peu, et puis les personnes sont différentes en fonction parfois de la période, en fonction de leur contexte personnel et professionnel. Voilà, c'est important. Et il faut savoir se remettre en question, ça va boucler sur d'autres points après, mais dans le management, il y a du management scientifique, mais c'est surtout du management humain qu'il faut prendre en compte quand on gère des projets et des équipes. Tout à fait. Bon, il faut savoir, si on résume, s'adapter finalement, parce que tout ne se passe pas toujours comme on veut. Il y a des choses qui arrivent, des événements qui arrivent, que ce soit des événements extérieurs comme le Covid où il faut s'adapter, que ce soit en effet personnel où il peut y avoir des problématiques chez certains collaborateurs qu'il faut savoir gérer. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui dépendent d'un projet, donc il faut être capable de s'adapter. C'est vrai que forcément, il peut y avoir à des moments de l'approximation qu'il faut en effet maîtriser, mais il ne faut pas pour autant tout remettre en cause. Exactement, il ne faut pas tout remettre en cause, ça c'est intéressant, parce que j'ai vu aussi des personnes qui se sont dit, bon, le projet ne part pas dans la bonne direction, pas celle que j'avais identifiée au départ, je parle des étudiants, parce qu'on les voit en stage, ça ne va pas du tout, je vais recommencer à zéro. Il faut refaire le truc, enfin, parfois il faut le faire, mais il ne faut pas systématiquement, c'est bien de se remettre en question, mais à chaque fois se dire, bon ben voilà, c'est pas parfaitement exécuté, ça ne va pas, on va recommencer depuis le début. Voilà. Alors, aussi quelque chose d'intéressant, les scientifiques étant exhaustifs ont toujours besoin d'être dans leur zone de confort et de maîtriser le maximum de choses. Et en l'occurrence, plus on avance dans les études, plus c'est le cas. Pourquoi? Parce que plus vous avancez dans vos cursus scientifiques, plus vous arrivez dans des niveaux d'expertise importants, plus vous maîtrisez votre sujet et moins les autres le maîtrisent, puisque finalement vous êtes dans un niveau d'expertise. Et vous arrivez dans une entreprise où vous ne maîtrisez pas forcément le contexte, mais surtout, vous n'êtes pas expert ultra expert de ce que vous connaissez,
parce que finalement on est ultra expert que quand on a X années d'expérience ou quand on est sur un sujet de recherche sur lequel on travaille depuis quelques années, mais on a forcément des morceaux qu'on ne maîtrise pas. Et les scientifiques, plus ils avancent, plus ils ont du mal parfois à sortir de leur zone de confort. Vous avez le petit schéma de la zone de confort, je remets mes lunettes pour ne pas me tromper, des cercles. En général, donc la zone de confort, c'est là où on maîtrise tout ce qu'on sait d'un point de vue connaissance, contexte, compétence, savoir-faire, on maîtrise tout. On est plutôt efficace, sauf que, enfin on est même efficace, sauf qu'on a des œillères en l'occurrence, et à un moment on tombe dans une forme de récurrence qui est proche de la routine, qui devient de l'ennui, et finalement on n'est plus tellement efficace, et surtout on n'est plus tellement concurrentiel par rapport aux autres, qui prennent des risques. Et qui prennent des risques donc là il y a plusieurs zones. Quand on prend des risques et qu'on sort tout juste de sa zone de confort, on arrive dans une zone très anxiogène parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose, qu'on n'a pas l'expérience pour ça et qu'on a des gens autour de nous qui peuvent maîtriser davantage que nous. Donc c'est une forme de mise en danger, mais c'est ça qui fait avancer, puisque vous voyez que le cercle suivant est l'apprentissage, et ensuite la réussite et la croissance. Il y a des gens qui peuvent passer d'un cercle à l'autre sans aucune difficulté. Ils repartent d'un cercle à l'autre, ils arrivent dans une autre zone de confort. Après, ils s'ennuient assez vite, ils repartent dans une autre galaxie, comme ça, là. Et il y a des gens qui sont, je connais plein de biologistes, puisque je suis biologiste, qui sont dans un cercle, et ça sera toujours le même, tant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui les oblige à bouger, donc soit par exemple que le poste sur lequel ils sont n'est pas renouvelé en recherche, ou que l'entreprise sur laquelle ils se sont positionnés soit des postes de bilan, malheureusement ça peut arriver parfois, ou alors est racheté, ou alors... donc s'il n'y a pas de facteur déclencheur, il y en a qui ne sortiront jamais de leur zone de confort. Il y en a d'autres qui ont besoin d'en sortir tout le temps. Alors, les deux extrêmes ne sont pas bien. Hein. Quand on a besoin de sortir sans cesse de sa zone de confort, c'est qu'il y a quand même un petit manque de stabilité. Et ce n'est pas forcément rassurant pour les N plus 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout le temps bouger. Parce qu'en effet, quand on mise surtout sur des postes de cadre et de manager, on mise sur des gens qui ont une expertise, qui ont un savoir-faire, qui vont se positionner dans l'entreprise et qui sont adaptables. Mais si on voit que la personne change au bout de 2 ans, c'est quelqu'un soit qui s'ennuie, soit qui est trop carriériste et qui du coup va pas forcément voir l'intérêt, va passer son intérêt personnel avant l'intérêt de l'entreprise. D'autres personnes qui sont dans leur zone de confort, c'est aussi une forme de faire passer son intérêt personnel avant celui de l'entreprise, mais c'est très différent, c'est-à-dire qu'en fait ils ont peur de bouger, donc ils ne le font pas, mais ils se donnent à fond dans leur entreprise jusqu'à ce qu'ils s'ennuient, ce qui n'est pas bon. Voilà. Donc en gros, évitez le être parfait, sortez de ce que vous maîtrisez très bien. Malheureusement, de toute façon, si on parle des scientifiques et en particulier des universitaires, qui est notre public principal de candidats et d'étudiants, ce que vous maîtrisez parfaitement, qui est de la science pure, vous servira en culture scientifique, mais ce sera globalement à peu près 20% la compétence nécessaire pour aller sur un poste dans le privé. Vous voyez, il y a 80%, quoi qu'il se passe, que vous ne maîtriserez pas sans une formation complémentaire. Donc, de toute façon, ce que vous connaissez là vous servira de crédibilité et de base pour l'entreprise, mais vous aurez besoin, de toute façon, de compléter ça pour être efficace et compétent. Voilà. Je rebondis juste parce qu'on est sur 2 mondes, enfin en tout cas à l'époque du recrutement, on recrutait soit des techniciens, soit des personnes qui savaient plus faire de la gestion ou qui maîtrisaient la partie finance. Enfin, vous voyez, 2 pôles différents, et c'est vrai que l'entreprise a évolué parce qu'on cherche de plus en plus des profils transverses depuis un certain temps, d'où l'intérêt aussi de la double compétence et de se former à cette double aspect, avoir la connaissance des 2 côtés sans pour autant être parfait, parce que c'est dur d'être parfait sur plusieurs choses. C'est impossible. Bien dit. Enfin, sur plusieurs choses ça va, surtout c'est pas possible. Exactement. Et justement, pouvoir aussi s'aider des autres, mais tout en nous étant conscients, en effet, que notre zone de confort est bien, mais qu'on peut aussi
en sortir ou compter en tout cas sur les autres sur certains points. C'est très bien, je crois que c'est une bonne transition vers justement la partie équipe et délégation. Parce que comme tout bon scientifique, parfois on se dit, ben, vaut mieux le faire soi-même, plutôt que le donner à quelqu'un qui va peut-être pas le faire aussi bien que je le ferai moi. En gros. Hein. Ou de la même façon. C'est ça, ou de la même façon. Donc, je vais le faire moi-même à ma façon, et ça va bien se passer, ça va être beaucoup plus facile. Sauf que, et le petit bonhomme en picto là est assez bien représentatif, c'est-à-dire que dans une entreprise, vous ne pouvez pas à vous tout seul occuper 4 postes. Ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. S'il y a 4 postes, s'il y a 4 salariés, c'est qu'il y a 4 équivalents temps plein, comme on dit en entreprise, c'est-à-dire des missions et du travail pour 4 personnes, et ce n'est pas normal qu'une seule personne s'en charge. Donc il faut savoir déléguer, c'est un art de savoir déléguer. C'est un art qui s'apprend, mais c'est un art qu'on pratique beaucoup. C'est lié aussi à de la confiance. Et parfois, certains scientifiques, pour la même raison, ont des difficultés à faire confiance. Parfois quand ils ne connaissent pas suffisamment les gens, ou alors parfois par une micro-erreur, on y reviendra après. Mais il faut vraiment savoir déléguer. Et comment on sait déléguer? On sait déléguer par rapport aux compétences de son équipe, par rapport aux capacités aussi de son équipe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des compétences en rentrant, mais on se dit, tiens, finalement, il a la capacité d'évoluer sur ça ou ça. Donc, il faut pouvoir réfléchir à ça et finalement dispatcher les missions sur les équipes avec leurs compétences et leurs capacités, et ne surtout pas compenser. On a un intervenant d'ailleurs qui a l'usage de dire en semaine méthodologie au début de l'année, on a une semaine méthodologie projet qui sert un peu de séminaire d'intégration, où en fait il y a des étudiants sont par groupe et ça change toutes les 20 minutes. Hein. Et ils font plein de lancements de projets. Et cet intervenant a pour habitude de dire qu'un chef de projet ne fait rien. Alors c'est assez drôle, je vous raconterai après pourquoi. Ne fait rien, il n'a pas complètement tort, parce qu'en fait, il ne fait rien au sens, c'est pas tout à fait vrai, mais au sens production personnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va forcément faire tous les dossiers, tous les mails, répondre à tous les courriers, faire tous les supports. Il va déléguer, par contre, et c'est un gros travail, c'est un travail très compliqué, il va déléguer dans plein de services toutes les missions pour que le projet avance. Et plus vous montez en hiérarchie, plus c'est comme ça. Il ne faut pas s'imaginer que le PDG du CAC 40 va s'amuser à aller valider 2 lignes sur le site web, faire les fiches de paye, envoyer 3 courriers, etc. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de dispatcher sur des directeurs de département qui vont dispatcher sur les zone managers, qui eux-mêmes vont dispatcher sur des gens qui vont faire aussi les choses. Donc, il faut déléguer. Et pourquoi je vous dis c'est assez drôle sur cette semaine méthodo, parce que je reboucle là-dessus, c'est que quand on n'a pas l'expérience, nos petits étudiants à la rentrée, ça fait une semaine qu'ils sont là, ils disent « Ah, trop bien, moi je vais être chef de projet sur chaque projet, puisque les chefs de projet ne font rien. » Et ils poussent le modèle un tout petit peu loin, parce qu'en effet, c'est avec l'expérience et surtout avec beaucoup de missions qu'on commence à déléguer sans rien faire. Mais c'est un art, et le but, c'est pas juste de donner des ordres à chacun des collaborateurs, c'est d'avancer avec eux. Et déléguer, ça ne veut pas dire, voilà, la confiance n'exclut pas la vérification, et donc il faut aussi savoir vérifier si tout se passe bien, pas systématiquement, mais vérifier à minimum. Voilà. C'est ça. Il faut avoir une certaine crédibilité quand même pour être chef de projet, et aussi pouvoir en effet faire des points réguliers pour voir les avancements, les problématiques, parce que si en effet quand on est délégué il y a des problématiques, c'est aussi au chef de projet d'y répondre. C'est ça. Donc forcément c'est pas non plus de tout repos, mais en effet c'est intéressant de savoir déléguer, essentiel. Oui, et en plus si vous prenez pour vous le fait de compenser finalement en faisant soi-même des choses qui peuvent être déléguées, vous vous sacrifiez un peu. Déjà, vous sacrifiez aussi votre efficacité parce que vous allez vous perdre dans les détails. Vous avez une journée qui ressemble à peu près à 2 fois 35, enfin voilà, vous faites 2 fois les 35 heures dans la semaine. Hein. Donc c'est sûr que quand on est manager, on n'est pas aux 35 heures, mais ça ne sert à rien d'être aux 70, c'est qu'il y a un problème.
Et après, vous pouvez risquer de rentrer dans une phase de victimisation, c'est-à-dire que vous allez vous dire que c'est pas normal, voilà, on en soit là. Et la victimisation, d'ailleurs, même pas une remise en question, c'est-à-dire que c'est la faute de tout le monde, les équipes ne font rien, la direction n'a rien compris, on est sous-staffé, et du coup, c'est anxiogène pour tout le monde. Donc, il faut en effet apprendre à dispatcher et ne pas compenser dans une activité normale. Il faut compenser quand en effet il y a une suractivité, ça arrive parfois, mais dans une activité normale, c'est pas normal, on ne peut pas compenser tout le temps. Ça rejoint tout à fait la bonne transition que tu faisais sur savoir écouter, savoir faire des retours. Pour bien manager, pour bien déléguer, il faut savoir faire des retours, ne pas avoir peur de donner des commentaires, des feedbacks constructifs sur la manière dont fonctionnent les équipes, sur la manière dont les tâches ont été effectuées. Il faut savoir, alors je le prends dans l'ordre inverse de la slide, hein. Pour ça, il faut savoir aussi écouter les équipes, pas écouter en se disant qu'ils n'ont rien compris, écouter avec bienveillance, éventuellement remettre en question ses propres décisions en tant que manager, pour voir comment ça se fait que le message n'a pas été compris correctement ou que la tâche n'a pas été faite correctement. Et il faut adapter son discours aux équipes, aux partenaires. Ça ne veut pas dire prendre les gens pour des idiots, ça ne veut pas dire ultra vulgariser son discours. Ça veut dire qu'en fonction de la mission de la tâche ou du niveau de technicité ou de compétence, il faut savoir adapter son discours. Ça, c'est pas facile, parce que parfois, on a l'impression d'expliquer à des gens qui maîtrisent des choses très simples, alors que les gens ne maîtrisent pas, et on pensait que c'était très simple. Et expliquer des choses qui paraissent très simples aux équipes, alors que pour vous, ça vous paraissait compliqué. Vous voyez, le curseur, il est assez bizarre, donc il faut savoir écouter les équipes et puis voir comment elles réagissent par rapport aux explications. C'est très fin comme type de communication. Pour ça, il faut le faire en direct, c'est-à-dire que le distanciel a d'ailleurs, un petit aparté, changé un peu la donne là-dessus, parce que parfois on ne voit pas pas de la même manière les réactions des gens entre la caméra quand elle est branchée et des réunions en présentiel. C'est pour ça que d'ailleurs on est assez content de pouvoir faire revenir les étudiants aussi un peu en présentiel dans l'école, pas souvent, hein, mais enfin pas toutes les promos et tout le temps évidemment, mais il y a cet aspect aussi un petit peu de communication non verbale, dont on parlait beaucoup avant le Covid, avant que le distanciel devienne la norme. La communication non verbale est importante. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la discussion et l'interaction avec les équipes est importante. Ce n'est pas que de la répartition de tâches, c'est de la... Voilà. Ça permet aussi d'avoir d'autres idées, des fois, sur certains points qu'on nous-mêmes n'avons pas forcément. Donc c'est aussi la richesse de l'écoute et de faire confiance aussi à des équipes en disant pourquoi pas, on essaye. Voilà. Oui, tout à fait. Et valoriser et du coup responsabiliser aussi derrière. Et ce qui l'illustre bien, c'est, vous voyez, le petit dessin avec le chiffre par terre. Ben, en fonction du point de vue dans lequel on se positionne, ben, il y en a un qui voit un 6, l'autre qui voit un 9. C'est vrai, hein, ça paraît très simpliste, mais c'est réellement ce qui peut se passer en entreprise. Vous pensez que la personne a compris que c'était un 9 et c'est un 6, et inversement, et vous pensez que vous aviez raison en pensant que c'était un 6, et en écoutant l'autre, ben, vous dites que c'est peut-être un 9. Voilà. D'ailleurs, ils sont souvent comme ça, les scientifiques, à toujours un peu voir le verre à moitié plein plutôt. Oui, et ils auront tendance à se valoriser un peu plus et avoir un peu plus confiance en eux. Parce que moi, j'aime bien demander aussi le retour d'expérience, souvent qu'ils n'osent pas trop dire que c'était bien. C'est ça. Il y a un vrai ça dépend je suis tout à fait d'accord. La majorité ont un problème voilà, ils ont une confiance en eux qui est assez particulière, mais je pense que c'est propre à l'école. C'est ça, oui. Parce que en fait, voilà, ils sont en réorientation de formation. De fait, ils se disent bon bah le premier cursus que j'ai choisi est peut-être pas celui qui me mène à l'emploi, et donc du coup, comme ils connaissent pas le reste, ils sortent de leur zone de confort, ils se dévalorisent un peu. Du coup.
On y reviendra à la fin, c'est en effet, ça fait partie des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber, pour les scientifiques universitaires en particulier. Dans la même lignée, il faut savoir détecter les talents et les faire monter en compétences. Alors ça va avec celle d'avant, c'est-à-dire qu'il faut écouter les équipes, faire en sorte que le message soit compris de la bonne manière, regarder si tout est fait correctement. Mais l'aspect identification des talents, elle est assez spécifique. C'est-à-dire que c'est plus les compétences qu'il faut identifier, mais c'est les capacités d'évolution. Et les capacités d'évolution, elles sont liées à ce qu'on appelle en particulier des soft skills, c'est-à-dire le savoir-être en entreprise. C'est la manière dont la personne se comporte, dont elle s'adapte au contexte, dont elle travaille évidemment, sa rigueur, son professionnalisme, tout un tas de choses qui font que ça devient un talent. C'est le terme à la mode dans les ressources humaines. Il faut savoir l'identifier parce que c'est quand il faudra choisir, parce que quand vous avez une équipe à gérer, il faut faire évoluer les gens parce que sinon ça n'a pas de sens. On ne peut pas les laisser comme ils sont, on n'est pas des fonctionnaires. Mais on ne peut pas toujours faire évoluer tout le monde en même temps. Ça dépend de l'ancienneté, mais ça dépend aussi des compétences de chacun. Donc, c'est important de pouvoir identifier les personnes qu'on veut faire évoluer. Voilà. Et qu'on veut garder. Il faut faire des choix. Ça peut arriver dès qu'on a un collaborateur qui part, est-ce qu'on recrute en externe ou est-ce qu'on fait monter quelqu'un en interne sur ce poste? Exactement. Exactement. Ou quelqu'un qui part, ou quelqu'un même qui dans un rachat d'entreprise, par exemple, que vous avez 2 postes, puisqu'il y a doublon de poste quand il y a rachat, lequel on garde. Il faut savoir, en plus, connaître suffisamment ces équipes pour pouvoir défendre leur dossier, justement, s'il y a des fusions, s'il y a des rachats, s'il y a des changements de département, des mutations à faire. Et ça, c'est pas que répartir les tâches, c'est vraiment tout un contexte humain et compétences à prendre en compte. Une petite situation Roosevelt, vous avez tout le temps de lire avant, mais c'est aussi lié au management. Alors, encore un petit écueil qui reprend les points 1 et 2, 3 du début de la présentation. J'ai un peu dispatché en fonction des gens, des spectateurs qui nous rejoignent en début ou en fin de parcours. Un des écueils aussi des scientifiques, c'est le détail et l'ultra-détail. Et parfois, le reporting va dans l'ultra-détail. On oublie l'essentiel. Et sachez que quand vous êtes manager, vous avez forcément du reporting à faire à votre direction. Et la direction, elle n'a pas trop le temps à perdre en général parce qu'elle n'a pas un manager à gérer, mais plusieurs. Et elle-même a des stratégies à faire et a parfois encore de la hiérarchie au-dessus d'elle. Elle n'a pas forcément besoin d'aller dans tout le détail. Et surtout quand il y a une forme de confiance, il n'y a pas besoin d'aller trop le détail. Donc il faut pouvoir, encore une fois, prendre du recul, regarder les objectifs, voir ce qui peut intéresser les gens à qui on s'adresse. Le reporting, il est synthétique pour la direction sur, par exemple, des objectifs, sur des budgets, sur des décisions à prendre, des bonnes questions. Et le reporting, il doit être synthétique aussi pour les équipes en dessous, pour que chaque personne ait l'information qui la concerne. Si vous commencez à faire une réunion avec le détail de tous les services, de tous les points, et vous allez perdre tout le monde. C'est-à-dire que les gens ne vont s'intéresser qu'à leur partie. Et vous allez passer 2 heures en réunion et ça concernera 5 minutes chacun. Donc les gens vont se dire à quoi sert cette réunion. De toute façon, c'est le nerf de la guerre. Je crois que dès qu'on a une présentation, la personne en face attend souvent l'onglet chiffre pour voir. On dit que des fois, plus que des paroles, il faut aller directement à l'essentiel. Donc c'est vrai que oui, il faut quand même arriver vite au sujet qui est intéressant, le chiffre, et en effet après détailler si besoin. C'est vraiment important, en effet, ça donne une photo à un instant T et une projection à terme pour voir un peu où on en est. Oui, tout à fait. Le reporting, il est intéressant quand il concerne les personnes à qui vous vous adressez, mais spécifiquement. Donc c'est bien, par exemple, de faire des réunions de service, parce que sur un service, ça concerne les gens, mais vous n'êtes pas obligé de forcément tout voir non plus dans cette réunion de service. Puis vous faites des réunions de département avec tout le monde, il faut s'intéresser aux points transverses qui intéressent tout le monde. C'est pas simple. C'est pareil, ça se fait en prenant du recul, ça se fait avec l'habitude, avec l'expérience.
Et le détail n'a pas de sens. Le détail vous permet parfois de justifier quelque chose. Donc il faut les préparer, il faut les avoir en tête si vous en avez besoin. Mais il ne faut pas les présenter. Parce que ça noie le message et après les gens ne sauront plus ce qu'il faut retenir de telle ou telle chose. Voilà. Avant-dernier point, quelque chose dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, il faut savoir se valoriser. Se valoriser, et pour se valoriser, il faut savoir raconter une histoire. Il faut savoir le faire dans un certain ordre pour intéresser les gens et pour qu'ils montrent que finalement, que les gens, et en particulier les recruteurs, voient les capacités d'intégration, d'évolution que vous pourriez avoir dans une entreprise ou évoluer au sein de l'entreprise, sans pour autant rentrer trop, encore une fois, dans le détail. Il faut pouvoir, voilà, alors si on s'adresse aux jeunes professionnels, il faut que vous racontiez votre histoire de formation et en quoi la formation que vous avez et l'expérience que vous avez peut convenir au poste. Et pour ça, il faut savoir le faire en 10 minutes, en une demi-heure, mais aussi en 2 minutes. Voire, c'est un vieux terme d'elevator speech, mais vous imaginez prendre l'ascenseur avec le PDG en bas de l'immeuble, et vous avez 10 étages à monter, il faut qu'il sache qui vous êtes au 10e étage, en gros. Alors en ascenseur, hein, 10 étages à pied, c'est plus compliqué, mais voilà. L'idée, c'est ça, c'est de savoir se vendre. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Maxime, il y a des scientifiques qui sont chez nous et qui, au départ, sont très, très dans l'humilité mal placée, c'est-à-dire qu'en fait, ils pensent qu'ils ne savent pas raconter leurs compétences, ils ne savent pas les valoriser. Ils pensent qu'ils ont une valeur assez médiocre sur le marché du travail parce qu'ils ont été peut-être déjà confrontés à la recherche d'emploi et ils ne savent pas où chercher, ils ne connaissent pas les métiers vers lesquels on positionne les étudiants, ce qui est intéressant comme compétence. C'est pour ça qu'on fait plusieurs d'ailleurs webinaires sur les compétences, on en a fait d'autres avant, mais celui-là en fait partie aussi. Et du coup, ils se vendent pas bien. Et parfois, on a des gens qui sont très qualifiés et on se dit, bon, ben, lui, il n'y a pas de problème, il va avoir un très bon poste, il a un très bon poste, mais l'entreprise doit être contente parce qu'elle ne le paye pas cher du tout, en général, parce qu'il ne sait pas se vendre et il n'arrive pas à se mettre en avant et mettre ses compétences. Donc, il faut rester réaliste par rapport au marché, ça veut dire qu'il ne faut pas se survendre non plus, ça, généralement. Les entreprises n'aiment pas du tout, mais il ne faut pas être trop dans l'humilité. Il faut avancer, il faut se valoriser, il faut être totalement cohérent avec le marché, l'expérience et le profil. Voilà. Et savoir le raconter. Le storytelling, autre terme entreprise. Exactement. Très bien. Donc pour ça aussi, il faut se renseigner sur les marchés, pour savoir combien est payé tel, voir un peu. C'est pas simple, mais... Alors, c'est l'apprentissage d'un quotidien, je dirais. De toute façon, c'est de se renseigner sur de plus en plus de sujets. Dès qu'on parle de postes d'évolution, il faut regarder le quotidien, il faut regarder en effet, pas hésiter ça sert à ça aussi les réseaux, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais oui, tout à fait, on a le toujours réseau. des personnes dans notre réseau qui ont peut-être ce poste, se renseigner sur le quotidien, sur en effet tous ces aspects que tu as cités, Cécile. Oui, le réseau, n'oublions pas, ça fait partie d'ailleurs de la communication professionnelle. Quand on vient de cursus scientifique et en particulier un petit peu théorique, on a tendance à apprendre des choses et à les restituer 1 ou 2 fois par an aux examens semestriels. Et vous êtes tout seul dans de votre côté et en fait vous le restituez, point. Et vous ne travaillez pas tellement en équipe, vous avez peu de réseau à part vos camarades de promotion avec qui historiquement vous alliez boire des verres. Alors c'est encore moins facile maintenant, mais le réseau n'est pas du tout le même. Voilà. Et la dernière compétence, la dernière clé qui est liée aux compétences, c'est que vous devez, pour les jeunes professionnels, hein, cette compétence s'adresse aux jeunes professionnels ou à des personnes qui veulent évoluer. Attendez, j'ai une petite urgence, les joies du direct. L'idée, c'est de se construire un projet professionnel en début de carrière, mais également par la suite. Et il faut parfois faire le deuil, soit de votre cursus initial au sens strict, c'est-à-dire le deuil de la recherche, on en parle beaucoup parce qu'on voit pas mal de gens qui ont des thèses qui viennent chez nous,
ou des gens qui ont des Master 2, qui n'ont pas continué en thèse pour différentes raisons, alors qu'au départ, ils voulaient faire ça. Ou des sciences pures, ils ont choisi leur cursus pour faire une spécificité, une expertise dans un secteur en pensant pouvoir aller à la recherche. Et ils se rendent compte que ce n'est pas possible, c'est finalement ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc ils se disent, et donc là, ils ne savent plus trop. Et construisez-vous un projet professionnel, un projet de carrière, d'évolution de carrière, soit sur les 3, 4, 5 premières années pour les jeunes diplômés, mais quand vous êtes en poste, comment vous voulez évoluer. Sans pour autant jouer la spéculation et changer tout le temps de poste, il faut savoir à peu près jusqu'où vous souhaitez aller, dans quel secteur éventuellement vous souhaitez vous orienter. Le projet, il est plus ou moins tout au long de votre vie, ou en tout cas dans la première moitié de votre carrière, vous devez toujours voir un peu plus loin ce pourquoi vous pouvez évoluer. Il ne faut pas le faire par défaut. On a beaucoup de scientifiques qui viennent nous voir et puis qui se disent « bon, bah, finalement, je ne vais pas faire de recherche ». Bon, alors j'ai vu qu'il y avait des postes dans le marketing, je vais faire ça. Et en fait, on se rend compte, en fait, parce qu'on fait des bilans de compétences, on suit les étudiants en amont, même au moment des candidatures, Maxime pourra en parler, et après en début de cursus, et quand ils font des recherches de stage, il faut surtout être cohérent avec sa façon d'être. Si vous n'avez pas quelqu'un qui aime bien la communication, qui aime bien fouiller un petit peu autour, voir ce qui se fait, qui est pas tellement dans la veille, qui n'est pas tellement dans la créativité, elle n'allait pas dans le marketing. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui aime bien la rigueur, qui aimait bien la rigueur, mettre les choses dans les cases, regarder les normes, faire des choses plus techniques, ben, la qualité ou le réglementaire, c'est des métiers qui peuvent vous intéresser. Si vous avez une appétence au digital, même si vous venez du cursus littéraire, sciences humaines et sociales, il y a plein de métiers dans le digital qui ne sont pas de la programmation informatique. Voilà. Donc, ne choisissez pas par défaut, choisissez par rapport à vos capacités initiales, votre cursus, mais vos capacités initiales. Voilà. Et de toute façon, il faudra, je termine sur un truc qui n'est pas fun, mais c'est comme ça, il faudra faire des choix. C'est-à-dire qu'il y a, de toute façon, vous n'aurez jamais quelque chose qui va cocher justement toutes les cases. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais le poste parfait, le salaire parfait, le lieu parfait, l'équipe parfaite. Et en plus, même si à un moment vous cochez toutes les cases, en général, ce n'est que provisoire, puisque tout rebouge. Donc, il faudra faire des choix, toujours, à un moment. Et choisir, c'est renoncer, comme on dit. C'est assez horrible, mais c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Donc, il faudra que vous avanciez en fonction de ce qui vous est proposé sans être opportuniste. Voilà. J'avais les contre-exemples aussi, parce qu'on a parlé des biologies surtout, mais aussi des fois qui veulent faire l'informatique parce que ça recrute. C'est ça. Et ils ont raison, ça recrute beaucoup en informatique. Est-ce que vous aimez l'informatique de base, ça c'est autre chose. mais en tout cas, pour rebondir là-dessus, c'est sûr qu'il y a un recrutement en informatique incroyable, encore plus maintenant. Il y a plein de métiers qui sont accessibles, qui ne sont pas en effet du code. Donc si ça peut rassurer ou ouvrir les portes de quelques projets professionnels que ce soit. On a l'habitude d'ailleurs de traiter ces profils-là, donc n'hésitez pas à venir à discuter avec nous de ça. Hein. Voilà. Je crois que, parce que là on a presque tenu l'heure, hein, on est pas mal. Un petit débrief, je vais peut-être te laisser le mot de la fin là-dessus, parce qu'on a pas mal d'événements qui arrivent là sur le mois de mars-avril, il n'y a pas tout. Il y a plein de choses aussi sur le site web, mais voilà. En effet, le mois est assez chargé, donc le prochain événement, on aura une conférence organisée avec l'étudiant sur un sujet assez d'actualité finalement, qui est comment vivent les étudiants en temps de Covid. Donc, d'ailleurs, Cécile, on se retrouvera dans cette conférence, moi, avec également 2 de nos étudiants qui viendront aussi un peu témoigner, donc avoir cette double vision. Aussi de nous, comment on vit derrière en coulisses et comment eux, en tant qu'acteurs de la formation, le vivent. On aura aussi une journée porte ouverte, alors on met hybride volontairement, puisque en ce moment on s'adapte constamment, notamment les vendredis matins après les annonces du jeudi. Je crois que ça sera comme ça pareil demain à mon avis. Donc c'est une journée porte ouverte qui sera à la fois en présentiel sur des créneaux horaires définis bien évidemment pour permettre de gérer les flux et pas d'avoir trop de monde en même temps, et à la fois en ligne.
Ça permet du coup de venir nous rencontrer, que ce soit nos admissions, les responsables pédagogiques pour parler métier, ou toi Cécile d'ailleurs, également les rencontrer des étudiants et visiter les locaux. On a parlé un peu rapidement, on a aussi des formations destinées au PhD, donc au docteur. Tout à fait. Donc on fait aussi pas mal d'actions, donc on interviendra sur un PhD meeting sur tous les sujets de la Life Sciences, qui sera du coup le 16 mars avec nos partenaires PhD Talent. On a aussi notre journée porte ouverte hybride, bien évidemment le 27 mars, donc toujours dans le même objectif. Et le 7 avril sonnera le temps de faire notre prochain webinaire, puisque vous avez l'habitude maintenant un webinaire mensuel. Et cette fois-ci, je serai accompagné de Kevin Decoster et on essaiera, Kevin Decoster, qui travaille avec moi au service admission, pour ceux qui nous connaissent. On sera amené du coup là à parler aussi un sujet d'actualité dans ces temps qui est la recherche de stage. Donc on essaiera de vous donner aussi les clés en tout cas pour essayer d'avoir une recherche de stage optimale et ou d'alternance, tu restes. Ou d'alternance, on fait les deux en fait. C'est vrai, pardon, on a mis stage, mais c'est vrai que ça peut être aussi alternance, bien évidemment. Voilà, écoute, je voulais te remercier Cécile parce que c'était très intéressant comme présentation et vraiment tes conseils étaient tout à fait en lien avec le sujet. Je trouve ça très pertinent. Merci. Merci de cet échange. Merci également à vous de nous avoir suivis, bien évidemment. On remercie aussi Jean-Marc qui était à la logistique aujourd'hui et à la réalisation. Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin, si vous voulez plus d'informations. On est bien évidemment disponible, que ce soit par mail ou téléphone. Vous avez les coordonnées à l'écran. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et on vous dit à bientôt. À bientôt, bon courage pour vos projets, vos études et votre expérience entreprise un peu curieuse en ce moment. Voilà. Bonne fin de journée.